Bonjour et bienvenue dans ce cours consacré à l'étude modeste du cerveau dans le cadre de la motricité volontaire. Alors qu'est-ce que c'est que la motricité volontaire? Eh bien, c'est le fait de produire un mouvement via une activité musculaire, mais pas de manière réflexe. Le réflexe rotulien dû au coup de marteau par exemple ne fait intervenir que la moelle épinière. Ici ce qu'on veut c'est comprendre comment on peut produire un mouvement commandé par le cerveau. Il va donc falloir qu'on étudie l'organisation du cerveau, son fonctionnement et le lien anatomique qui existe entre ce cerveau et les muscles du bras qui commandent par exemple le mouvement de la main droite. D'accord ? Alors, observer un cerveau, c'est pas évident parce que si on veut le voir en cours de fonctionnement, il est difficile de demander à quelqu'un d'accepter de produire un mouvement et d'être disséqué en même temps. Donc, on va commencer par regarder une maquette. Alors, voilà une maquette de cerveau. Sur cette maquette, on constate que le cerveau n'est pas seul dans le crâne. En réalité, j'ai ici ce qu'on appelle un encéphale. Ça veut dire que j'ai en rose clair le cerveau, mais j'ai ici en marron, là, le cervelet. Le cervelet s'occupe pour l'essentiel des fonctions dites automatiques. Par exemple, la marche. Quand je marche, je ne réfléchis pas à mettre un pied devant l'autre. Ça se fait de manière automatique. Je l'enlève et apparaît ici ce qu'on appelle le tronc cérébral ou bulbe rachidien et qui est le point de départ en réalité de la moelle épinière qui continue par là dans la colonne vertébrale. Ce tronc cérébral gère des fonctions essentielles comme la respiration et les contractions cardiaques. C'est pour ça que si on se brise le cou à ce niveau-là, eh bien tout simplement on meurt. Bien, le cerveau, lui. Si je le regarde comme ça, j'ai l'impression d'avoir un immense volume, 1400 cm3, c'est beaucoup plus grand donc qu'un chimpanzé par exemple. Mais en réalité c'est trompeur, ce n'est pas un volume, c'est une surface. Et cette surface est extrêmement repliée. Je vais vous le montrer en l'ouvrant. Oui, on peut ouvrir en deux ce cerveau. Attention, regardez. Hop, voilà. Ces cerveaux ne sont attachés que par une petite surface ici qu'on appelle le corps calleux et qui montre que le cerveau en réalité est double. J'ai deux hémisphères qu'on appelle hémisphère gauche et hémisphère droit. Alors on attribue beaucoup de choses à cette latéralisation, mais en réalité ce qu'on sait c'est que notre corps est à symétrie bilatérale et que pour l'essentiel l'hémisphère droit gère les commandes et ressent le corps gauche, alors que l'hémisphère gauche sent, perçoit et commande le corps droit. Par contre, ces deux hémisphères sont parfaitement symétriques. Donc du coup, je peux en poser un et garder l'autre dans ma main. Voilà, ici, j'ai un cerveau avec l'avant et l'arrière. Les biologistes ont depuis longtemps compris que ce cerveau était découpé en différents lobes qui exerçaient chacun une fonction particulière. Alors, le lobe qui est vers l'avant, au niveau du front, est appelé lobe frontal. Le lobe qui se trouve derrière est appelé le lobe occipital. Le lobe qui se trouve ici est appelé le lobe temporal. Et entre le lobe frontal et le lobe occipital, sur le dessus, ici, se trouve le lobe pariétal. Ces quatre lobes exercent des fonctions relativement spécialisées. Bon, en réalité, aujourd'hui, on considère que chaque zone fonctionne un peu en synergie et c'est pas une zone à la fois qui travaille. Cependant, on peut quand même considérer que chaque lobe a une fonction bien précise. La question qu'on doit se poser, c'est quelle partie de ce cerveau gère le mouvement d'une main droite, par exemple. Alors, avant de regarder ça, ouvrons ce cerveau complètement. Alors, je vous ai dit que ce n'était pas un volume, mais une surface. Ce que je voulais vous dire, en réalité, c'est que l'essentiel du volume du cerveau, c'est une substance de couleur claire qu'on appelle substance blanche. Et cette substance blanche, c'est rien d'autre que du câblage. Ce sont des fibres, pour l'essentiel des axones, qui partent de la surface du cerveau. Et si vous regardez bien la surface du cerveau qui est là, cette surface repliée là, qui forme l'écorce du cerveau, qu'on appelle cortex cérébral, elle a une couleur qui est rose plus foncé, mais elle est très fine.
Cette partie rose foncé, c'est aussi ce qu'on appelle la substance grise du cerveau. Alors là, il faut prendre une coupe de cerveau, l'observer au microscope et comprendre ce que c'est que cette substance grise du cerveau. Au bas de cette coupe, vous observez deux formes circulaires qui sont des gros vaisseaux sanguins avec des globules rouges à l'intérieur qui transportent l'oxygène et le glucose aux cellules nerveuses. Ça, c'est très important parce que quand on explore un cerveau, on verra que c'est le sang qui permet de savoir quelle zone travaille à quel moment. Alors déplaçons-nous un peu au niveau du cortex qui apparaît là devant vous. À certains endroits, on a des structures qui forment des replis. C'est ce qu'on appelle une circonvolution. Voilà ici, le cortex est replié. Et ça s'observe très bien en surface du cerveau. On va changer de grossissement pour observer les cellules. Et ici, apparaissent en violet foncé des cellules en forme triangulaire. On appelle ça des neurones pyramidaux. Alors, ce ne sont qu'une toute petite partie des neurones. En l'occurrence, si on s'approche de plus près, on constate que ce sont les corps cellulaires des neurones. Et regardez, vous voyez les noyaux à l'intérieur. N'apparaissent pas les dendrites ni les axones, parce qu'à cette échelle, c'est très difficile de les voir. Ici, on observe encore la substance grise, mais avec une coloration légèrement différente. Et on voit très bien, donc à droite, là, des corps cellulaires de neurones qui forment des sortes de couches. Regardez, si je redresse cette coupe transversale de cerveau, de substance grise, on voit que ces neurones forment des sortes de couches horizontales et ça correspond à des niveaux de traitement de l'information. À chaque fois que le cerveau envoie une commande, les neurones communiquent entre eux et prennent des décisions qui circulent au sein des axones, donc des fibres nerveuses, qui partent de ces corps cellulaires en direction du reste du corps. Il faut savoir que chaque neurone ici établit environ 10 000 connexions avec son voisin. Là, on descend en dessous de la substance grise dans la substance blanche. Et si vous regardez bien, dans cette substance blanche, on arrive à voir des fibres. Voilà les fibres, les câblages, donc les axones, qui sont partis des neurones qui se situaient dans la substance grise et qui arrivent dans le reste du corps. Pour avoir une meilleure idée du fonctionnement du cerveau, on va utiliser un logiciel d'exploration fonctionnelle. Il s'appelle ici EduAnatomist et sur ce logiciel, on sélectionne une échelle de couleur, ici donc du noir et blanc, avec une échelle de saturation qui va de 0 à 72 pour avoir une image assez bien contrastée. Le cerveau apparaît sur 3 coupes. En haut à gauche, vous avez une coupe transversale, c'est-à-dire qu'on voit le cerveau vu de dessus. Ça permet de voir l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit. En bas à gauche, vous avez une coupe frontale, c'est-à-dire que parallèle au front, une coupe qui permet de voir des tranches du cerveau et de vérifier que c'est bien le cortex qui travaille. Et en haut à droite, une coupe dite sagittale, ce qui permet de voir l'avant et l'arrière du cerveau. Alors sur cette coupe, on voit un cas pathologique de personne dont la main droite est paralysée. Cependant, tous ses muscles fonctionnent et son système nerveux périphérique n'est pas touché. Mais dans le cerveau, regardez, vous pouvez constater qu'une zone noire apparaît. C'est un trou, littéralement, apparu à la suite d'un accident vasculaire cérébral. Et là, on constate bien que la zone qui contrôle la main droite se situe dans l'hémisphère gauche, en haut à gauche, se situe près de la surface, donc dans le cortex, sur la coupe du bas, et dans la coupe en haut à droite, on voit que c'est à la partie arrière du lobe frontal que se situe la zone de contrôle. On passe ici à une image obtenue par IRM fonctionnel, c'est-à-dire qu'une personne ici fait une activité volontaire, elle bouge sa main droite. Et la zone qui s'éclaire ici, en particulier en rouge, est une zone très active lors du mouvement volontaire de la main droite. Et donc, l'aire motrice qui s'occupe de cette commande motrice se situe bien au même endroit que la zone qui avait disparu tout à l'heure. Sur cette image, c'est la main gauche qui se déplace et là, on voit que c'est dans l'hémisphère droit que se situe la commande motrice. Mais par contre, au même niveau, toujours à la base du lobe temporal. Sur ce cerveau, on voit donc que l'aire motrice qui gère la commande motrice de la main droite se situe au milieu de la base du lobe temporal. D'une manière générale, toute l'aire motrice est localisée dans ce secteur-là, à la base du lobe frontal. Et dans cette aire motrice, chaque
muscle est contrôlé par une aire particulière du cerveau. Ce qui fait que le cerveau possède des aires spécialisées dans la commande motrice et la taille de ces aires ne correspond pas à la taille des muscles, mais à la précision du geste commandé. Regardez sur cette représentation somatotopique du cerveau, on voit que le corps gère particulièrement bien la main et les muscles du visage, mais très mal les muscles des jambes et des bras ou du reste du corps. Donc voilà comment votre cerveau voit votre corps. Alors avant d'en finir sur l'étude de ce cerveau, il faut qu'on comprenne une dernière chose. Dans l'aire motrice, ici, chaque secteur correspond à un organe bien déterminé. Et je peux aller finement, par exemple ici j'ai représenté 3 zones qui correspondent chacun à un doigt de la main. Donc j'ai ici le pouce, là l'index et ici le majeur. D'accord ? Et qu'est-ce qui se passe si je perds par accident un de ces doigts ? Par exemple, je perds l'index. Eh bien, la zone qui gère l'index va elle aussi disparaître. Mais elle ne va pas être perdue pour tout le monde. Curieusement, ce qui se passe, c'est que la zone qui était occupée par la motricité de l'index est récupérée en quelque sorte par les 2 doigts contigus. Ainsi, l'aire cérébrale perdue va continuer à fonctionner et permettre de gagner en précision sur les doigts qui restent. Ce phénomène-là, c'est ce qu'on appelle la plasticité cérébrale. Ça veut dire le fait que la surface du cerveau, le cortex, est relativement plastique. C'est-à-dire qu'il est déformable au cours du temps et ces déformations perdurent. En revanche, si on me regreffe un doigt, alors la zone de l'index va reprendre sa place exactement au même endroit. Et ça, on l'a observé sur les personnes greffées des mains, par exemple. Voilà, donc le cerveau est relativement plastique. Mais il y a mieux que ça. Si on oublie le cas d'un accident, ce qu'on a remarqué, c'est que lors d'un entraînement à un geste volontaire complexe, comme par exemple jouer du piano avec les doigts, comme ça, le fait de s'entraîner tous les jours avec une certaine durée augmentait la taille de l'aire cérébrale qui gère les doigts. Et cette augmentation, elle augmente chaque jour de l'entraînement. Si on arrête l'entraînement, la zone se réduit. Mais si on reprend l'entraînement, elle va augmenter plus fortement qu'avant. Et c'est la raison pour laquelle, quand on s'entraîne à faire des exercices musculaires, on acquiert une meilleure dextérité. Ça vient du fait que le cerveau est relativement plastique et la surface occupée par la commande motrice d'un muscle augmente. Voilà à quoi sert l'entraînement. Cette plasticité cérébrale, elle reste relative, mais tout au long de la vie, elle permet d'augmenter ses performances. Voilà. Vous en savez assez pour cette étude du cerveau. Bien sûr, il reste encore plein de choses à découvrir sur ce cerveau, mais ça sera bien après le bac. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.